Terrien, notre invité principal ce soir, c'est Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes ici ce soir pour nous annoncer une grande nouvelle. Ah bon? Rémi Flimelin ne veut plus de vous dans N'est pas couché, oui. mais il veut bien que vous fassiez les amours avec Arnaud Montebourg. En P2, nous accueillerons Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir nous parlera de son livre philosophique « L'âme du monde » aux éditions du Nil. Et il nous confirmera que la vie intérieure, c'est pas du tout le fait de rester chez soi en regardant la télé toute la journée. Toujours en P2, nous accueillerons Ramzy Bedia. Ramzy Bedia pour le film de Franck Gastambide, Les Caïras, sorti le 11 juillet, qui a reçu 3 Wesh d'or dans Ciné Casquette. Enfin en P3, après le zapping et Guillaume, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Henri-Antoine Mayembo, sauvé d'une agression par un policier dont l'héroïsme a failli lui coûter la vie. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Audrey Pulvar, rebonsoir. J'aimerais qu'on évacue d'entrée le sujet dont tout le monde parle, un sujet un petit peu délicat. C'est pas Arnaud, c'est pas votre compagnon, ce sont vos lunettes. Vous savez qu'on est plus proche du masque de plongée que d'une paire de lunettes. C'est pour mieux vous voir, mon enfant. Vous pouvez pas me rater, hein. C'est pour faire plus femme de ministre, non? C'est comment, femme de ministre? C'est chiant. C'est un peu comme femme de prince saoudien ou... Non? Bah, au moins, les femmes de princes saoudiens ont plein de gens à leur service. Oui, et on leur jette des pétales de rose sur leur passage. Non, femme de ministre, c'est que les emmerdes. Bah oui, cette histoire de faire normal, à pas brûler les feux rouges, prendre le train, vivre dans un appartement pas cher, ça vous gâche pas un peu le plaisir quand même, non? Alors, Arnaud Montebourg est donc ministre du redressement productif. Pas de vanne sur ça? Je suis déçue. Pas de vanne, non. Enfin, en même temps, il est chargé de redresser la France. Quand on pense qu'il n'arrive pas à changer une étagère à la maison... Je vous confirme. C'est marrant quand même. Je vous confirme. Ouais. Alors, cette histoire vous a déjà coûté très cher. Hein, France Inter, France Télévisions, obligé de quitter votre job de chroniqueuse chez Laurent Ruquier. La gauche arrive au pouvoir, il y a déjà une chômeuse de plus, quoi. Voilà, exactement. La gauche arrive au pouvoir et les femmes retournent à la maison. Et voilà. Alors, la direction de France 2 pense que les opinions politiques, c'est sexuellement transmissible, c'est ça? Apparemment. Si elles sont de gauche, si elles sont de droite, c'est mieux accepté. Alors, il y avait une autre solution, plutôt que vous virez, ça aurait été que Natacha Polony couche avec Jean-François Copé. Par exemple. Ou alors, j'aurais pu coucher avec Jean-François Copé et elle avec Montebourg. Je sais pas si... Il est mieux, Montebourg. Non, il est mieux. Il est plus beau. Alors, Ruquier va être obligé de trouver une journaliste de gauche qui ne couche pas avec un ministre. Voilà, ça va être dur. Ou un journaliste de gauche. En même temps, ça va vous éviter le deuxième album de Christophe Ondelat. Mais moi, j'avais bien aimé cet album de Christophe Ondelat. Alors, on arrête avec Montebourg, on arrête avec Flimelin. On va parler de vous, Audrey. Vous êtes née le 21 février 1972 à Fort-de-France, en Martinique. Et vous avez déclaré... Je suis une femme noire, créole, caribéenne, martiniquaise. Du sang africain coule dans mes veines. Je ne l'oublie jamais. C'est vrai. Il y a très peu de Caraïbes d'origine. Ils sont même si peu nombreux qu'ils sont parqués dans des réserves. Notamment, par exemple, sur l'île de Sainte-Lucie. Et oui, j'ai du sang africain, mais j'ai aussi du sang blanc. Alors lequel? Breton, bordelais, je ne sais. Mais vous n'êtes pas noir, vous êtes noir. Je ne suis pas noir, mais... C'est bizarre dans certains endroits où parfois quand j'essaie d'avoir un taxi à certains moments, je me sens pas blanche. Hein. Voilà, bonne réponse. Bravo. Alors, père professeur de mathématiques, fasciné par la révolution marxiste, grande figure du syndicalisme antillais et leader du mouvement indépendantiste martiniquais, le MIME, une sorte de Bernard Thibault local, quoi. Je dirais plus une sorte de Mélenchon local, plus que Bernard Thibault. C'est évidemment de lui dont vous avez hérité votre goût de la politique, j'imagine. Oui. Mère assistante sociale. Alors, votre père, lui, il écoutait Radio Moscou et les radios africaines sur les ondes courtes. Oui, exact. La maison était remplie de livres et de journaux. Mais ça, c'était aussi grâce à ma mère. Hein. Il n'y avait pas l'intelligence d'un côté et la femme au foyer de l'autre. Pas du tout femme au foyer. Vous avez une enfance bercée par des débats qui se prolongent tard dans la nuit, donc vous écoutez, ça
ça forme votre jugement. Oui, moi je dirais la politique et le journalisme. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Et puis ma mère, elle était très tournée sur le monde parce que, bon, c'est la Martinique il y a 40 ans quand même. Ouais. Donc on était très isolés du reste du monde. Il n'y avait pas Internet, le téléphone ça coûtait très cher, la télévision. On avait les émissions d'ailleurs avec beaucoup de mois de retard. Donc, Oui, vous voyez quand les émissions de manœuvre voilà, avec 8 émissions mois de de retard. retard, ou les vôtres d'ailleurs. Ouais. Je me souviens d'une scène où j'étais avec mon grand-père, on regardait la télé. Et il y avait Manœuvre qui parlait de Noël, mais genre on était au mois de mai, quoi. Et mon grand-père se tourne et il me dit, mais il parle de quel Noël, là? Celui le prochain ou... Alors, votre vocation naîtra à l'âge de 12 ans lorsque vous voyez Christine Ockrent présenter le journal. J'ai trouvé qu'elle avait une autorité, une présence, voilà, il y avait quelque chose dans son regard, dans sa façon de parler qui... Je me suis dit, moi, je veux être comme elle. Alors, à 14 ans, vous venez en métropole pour suivre vos études. Vous habitez chez une de vos tantes avant d'habiter chez une de vos sœurs. Vous êtes bien documenté, hein? C'était dur, là, quand vous êtes arrivé, là, il faisait froid. Ouais, c'était pas facile. Ouais. J'ai eu du mal à m'adapter à l'agressivité des Parisiens. Bon, maintenant, j'insulte tout le monde comme eux, en voiture et tout. Le plus dur, ça a été quoi, à ce moment-là? De me sentir totalement exogène. Ouais. Bon, ça n'a pas cessé, sauf que maintenant, j'en fais un atout. Ouais. Ne pas être dans le système. Ouais. La mer, ça vous manquait pas? Tout, les odeurs, la mer, l'ambiance, la famille, oui, bien sûr. Ça vous a endurci? Ouais, ça m'a rendue très indépendante. Ouais. Alors, bac en poche, vous décrochez un DEC de Sciences Éco à Rouen, puis école de journalisme à Paris, et 3 ans plus tard, vous sortez major de votre promo quand même. Vous rentrez en Martinique pour un stage chez Antilles TV, c'est l'été 94. Vous commencez comme JRI, et 8 ans plus tard, vous êtes quand même directrice de l'information. C'était une petite télé privée, une petite équipe, une rédaction d'une trentaine de personnes et tout ça. Donc, c'était un peu un apprentissage super accéléré. Donc, c'est un peu normal qu'au bout de 8 ans, j'ai eu un parcours très rapide par rapport à si j'étais entrée dans une grande rédaction parisienne, par exemple. Et puis, vous quittez la Martinique en 2002, mais durant les 2 dernières années, vous venez souvent en métropole pour voir des gens de télé, faire des tests. Je suis pas venue vous voir, Thierry. Vous harcelez un peu les gens à l'époque? Il fallait bien, parce que... Vous avez souffert d'être martiniquaise à l'époque? Non, mais bon, disons que j'étais un peu prise de haut, quoi. Ouais. Déjà, quand vous êtes un provincial et que vous montez à Paris, on vous regarde de travers. Alors, quand vous venez de la Martinique... Alors, finalement, en 2002, Jean-Claude Dacier vous engage sur LCI. Oui, je l'ai beaucoup harcelé. Je l'ai eu à l'usure, hein, Jean-Claude Dacier. Ah ouais? Ah ouais, je l'ai vu. Il m'a jeté 200 fois. Puis la 201e fois, il m'a dit « OK, d'accord, vas-y. » Il a craqué. Il a craqué, oui. Alors, parallèlement, vous travaillez sur TV5, mais vous n'arrêtez pas. Vous continuez à aller voir les responsables des chaînes de télé, enfin, avec beaucoup de ténacité. D'ailleurs, là, je recommence, vous voyez, depuis 3 semaines, j'arrête pas de revoir les gens. Oui, bien obligé. C'est jamais fini. C'est terrible. Et là, Rémi Flimelin, celui qui aujourd'hui vous interdit de faire de la télévision le samedi soir sur France 2, retourne, hein. Et Ulysse Gosset vous permettent de commencer sur France 3 à Marseille. Ouais. Et vous terminerez au 19-20 de la chaîne France 3 après avoir fait Soir 3. Voilà. Alors vous êtes la première femme noire à présenter un journal sur une chaîne hertzienne quand même. Ouais. Ça a dû faire plaisir à vos parents, ça. Bon, c'était leur fille, et donc ils étaient contents pour moi. Ils n'étaient pas dans la dimension politique que ça pouvait avoir. Et puis, alors moi, pas du tout. Hein. Je m'en suis jamais servi comme un argument. J'ai toujours dit que je suis avant tout une journaliste. Quand je vais voir un patron de presse, c'est pour mon boulot, c'est pas pour... C'est pour remplir des quotas, oui. Je ne suis pas non plus complètement naïve. Je sais très bien que dans mon parcours, il y a eu des moments où j'ai été choisie parce que ça faisait bien que je sois aussi issue de la diversité. Ce soir, là, on vous a invité pour ça. Voilà, mais je sais bien. C'est pour remonter le quota, en fait. Oui, on n'en a pas eu depuis le début de l'année. Vous avez bien compris. Alors, ce qui vous fera définitivement connaître, c'est quand, en juin 2008, vous demanderez à Nicolas Sarkozy, alors président de la République, combien d'arrestations faut-il pour expulser 25 000 sans-papiers par an? Cette question, vous la répétez plusieurs fois, un peu à l'anglo-saxonne, comme le fameux Jeremy Paxman, qui a répété 12 fois sa question avant qu'on lui réponde. Et Sarkozy finit par bredouiller « Je comprends que le sujet vous touche », et vous lui répondez du tac au tac en tant qu'être humain? Oui, parce que pourquoi le sujet me toucherait plus qu'il vous toucherait, vous, ou n'importe qui, bien sûr. Moi, je ne fais que mon métier, c'est tout. Alors, à part ça, avec Arnaud, c'est du sérieux? Oui, j'espère. Ça a l'air, hein? Oui.
Il vous a fait craquer comment? Qu'est-ce que vous avez aimé chez lui? En fait, je l'avais déjà interviewé à deux ou trois reprises. Et un jour, je l'ai reçu pour une émission politique donc, que j'animais avec Nicolas Bétou. Et je me suis rendu compte, en feuilletant la documentation, qu'on avait des parcours très semblables et qu'on se ressemblait beaucoup sur plein de points. Donc ça m'a un peu intriguée. Et puis après, en fait, pendant l'émission, on était super pro, mais après l'émission, je me suis dit qu'il s'était passé quelque chose. Il y a eu un regard en particulier. Et voilà. C'est vrai que chaque fois qu'il rentre dans une pièce, depuis qu'il est ministre, il veut qu'on joue la Marseillaise. Au clavecin. Nous sommes toujours en compagnie d'Audrey Pulvar. Et nous accueillons Frédéric Lenoir et Ramzy Bedia. Bien sûr. Alors, Frédéric Lenoir, bonsoir. Vous êtes philosophe, sociologue, historien des religions, directeur de la rédaction du Monde des religions, producteur et animateur sur France Culture de l'émission hebdomadaire Les Racines du Ciel, auteur d'une trentaine d'ouvrages traduits en 20 langues et vendus à 3 millions d'exemplaires, sans compter les bandes dessinées et une pièce de théâtre qui est un succès en France et qui va être jouée bientôt dans 5 pays. C'est lui qu'il fallait recevoir en première partie. Je suis surtout un être humain, voilà. En tous les cas, on ne sait pas si Dieu existe, mais vous n'avez pas à vous plaindre de lui, quoi, je veux dire. Non, ça va. Ouais. Alors, les bouquins que vous faites, souvent, c'est pour rendre les gens heureux, quoi. Ça vous rend heureux? Oui. Vous en vendez beaucoup? J'ai toujours aimé écrire. J'ai commencé à écrire adolescent. Je vis de l'écriture. Quelle chance. Après, ma deuxième passion, c'est la spiritualité. À 15 ans, je lisais Platon, Socrate. J'ai découvert la méditation bouddhiste à 18 ans. Je la pratique depuis 30 ans. Et je vis de ça aussi. C'est-à-dire que j'écris dans mes livres ce que je vis depuis 30 ans. Et j'essaie de transmettre des choses qui m'ont aidé à trouver une sérénité parce que je suis parti de loin. J'étais pas bien dans ma peau quand j'étais enfant. J'ai vécu des choses qui n'ont pas toujours été faciles. J'avais des contradictions. Et je dirais que de tout ça, grâce en grande partie à la philosophie, à la spiritualité, aux sagesses que j'ai découvertes, à certaines pratiques, j'ai progressé. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux à 50 ans que je l'étais à 15 ou 20 ans. Voilà, c'est tout ça. Alors, vous qui êtes un spécialiste, est-ce que Dieu existe ou pas? Je peux vous dire une chose, philosophiquement, c'est qu'on ne pourra jamais prouver que Dieu existe et jamais prouver que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire, vous y croyez ou pas en Dieu? Moi, je crois qu'il existe un mystère de la vie. C'est-à-dire, je ne suis pas matérialiste. Pour moi, il y a de l'invisible. Après, il y a des formes très différentes. Les bouddhistes, par exemple, ne croient pas en Dieu. Ils sont éminemment sages et spirituels. Donc, je crois que la question de Dieu est saturée. On a trop parlé de Dieu. On a trop dit au nom de Dieu, tué au nom de Dieu, fait du bien au nom de Dieu. Le mot ne veut plus rien dire. Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Parlons de la vie. Alors, il y a un truc quand même, Frédéric, c'est que on n'est pas plus sûr de l'existence de Dieu que de l'existence des extraterrestres, mais les mecs qui disent les extraterrestres existent, on te fout le tour de leur gueule. Non mais c'est vrai. De moins en moins. Ah. Parce qu'aujourd'hui, les chercheurs en astrophysique nous ont montré que la possibilité que la vie et l'intelligence existent ailleurs sur Terre est très élevée. En fait, il y a un Thierry Ardisson tout en vert, quelque part. Sûrement, un petit homme vert. Alors, vous qui connaissez bien les religions, si vous deviez en choisir une, la meilleure, c'est laquelle? Alors c'est justement ce à quoi je ne veux pas répondre. Parce que je pense que les religions, c'est comme des montagnes. Vous avez des sommets différents. À quoi ça sert de dire ce sommet est mieux que celui-là? Chacun est intéressant en soi. Et après, les chemins ne sont pas les mêmes, les paysages ne sont pas les mêmes. Donc moi, ce qui me parle le plus, je vais vous répondre très franchement, je suis plus proche du bouddhisme et du christianisme que des autres traditions catholiques, alors, l'avantage des catholiques, c'est qu'on peut manger de tout. Oui, alors ça c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ça, c'est grand avantage. Alors, le problème, c'est les préservatifs. Oui, mais... Le pape pourrait quand même donner l'autorisation des préservatifs, au moins aux prêtres pédophiles, quand même. Non, mais... C'est très dur, c'est très dur. Vous pensez quoi du mariage des prêtres? Non, sérieusement. Moi, je comprends pas. Est-ce qu'ils ne devraient pas avoir le droit de se marier entre eux? Mais bien, entre eux, je sais pas. Mais je... Bravo. Je pense... Au moins. Les prêtres étaient mariés pendant 12 siècles. Ce n'est qu'au XIIe siècle qu'on a interdit le mariage des prêtres. Donc ça ne tient plus. Mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être moins de problèmes de sexualité s'ils pouvaient avoir une vie mariée, ou en tout cas choisir entre les deux. Mais est-ce qu'il y en a moins dans les autres religions? En tout cas, il y a moins de scandales. Ça se sait moins. Où est-ce qu'il y a eu des scandales pédophiles? C'est dans des institutions dans lesquelles des prêtres s'occupent d'orphelins, par exemple. Et or, il y a beaucoup d'œuvres catholiques qui fait qu'on met des prêtres qui vivent pas toujours bien leur sexualité en lien avec des adolescents, parce que la plupart des cas, c'est pas des petits-enfants, c'est des adolescents.
adolescent, évidemment, la tentation peut être grande. Ouais. Juif, ça vous tente pas? Parce que c'est beaucoup d'emmerdes, juif, mais il y a un petit chapeau qui est rigolo. De manière générale, j'aime bien l'esprit critique de discussion des juifs. Ouais. J'aime bien le côté talmudique, on discute de tout à l'infini, et on peut croire en Dieu tout en essayant de prouver qu'il n'existe pas tout en... J'aime bien ce côté-là, on coupe les cheveux en quatre, on réfléchit. Alors, il y a bouddhiste aussi, le Dalai Lama. Bouddhiste, ça me parle plus. Il se marre tout le temps, le Dalai Lama. Tout le temps. On dirait pas le Prébois. Un peu. Ouais, c'est vrai. Il est tout le temps en train de se marrer. J'ai rencontré 12 fois le Dalai Lama, et ouais. chaque fois, je suis touché. Ouais. C'est-à-dire, c'est un homme qui est profondément cohérent entre son message et ce qu'il est, si vous voulez. C'est un homme lumineux. Maintenant, ce qui me touche dans le bouddhisme, c'est le côté pragmatique, c'est concret, c'est pratique, ça nous aide à vivre. C'est-à-dire que la méditation, c'est pas une foi, c'est pas une croyance, Ouais. c'est très concret. Alors, vous écrivez dans Le Monde des religions, daté mai-juin 2012, que la foi religieuse ne perd pas en intensité, au contraire, mais qu'elle est de plus en plus identitaire, rigoriste, intolérante, qu'elle traduit des besoins de repères, d'ancrage, contrairement à la religion, à la religiosité des années 70, qui était beaucoup plus planante et Et universelle. libertaire, absolument. Parce qu'on est dans un contexte de mondialisation, de mélange qui fait peur. Et donc les gens se replient sur la religion comme du communautarisme. Et ça m'inquiète énormément. Alors que dans les années 70, quand moi j'ai découvert la spiritualité, on allait en Inde. C'était cool, ouais. C'était le côté ouverture, découverte des autres, circulation. Ah oui, tout à fait. Et ça a changé. Et on se replie sur soi et ça m'inquiète beaucoup. Alors Frédéric, vous publiez chez Nil Éditions un conte philosophique intitulé L'âme du monde. Alors c'est l'histoire de 7 sages, de 7 religions différentes, enfin il y a un laïc quand même, qui sont appelés à se réunir dans un monastère tibétain pour transmettre les clés de la sagesse universelle à 2 adolescents et leur enseigner les 7 façons de mener une vie bonne. Tout à fait. C'est qu'il y a dans les religions des spiritualités, des trésors de sagesse pratique. Ouais. Comment vivre bien, comment être vraiment heureux, comment être en paix avec soi-même, avec les autres, comment mener une vie réussie, comment dépasser la souffrance. Et ces questions-là, elles nous concernent tous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les 7 sages se trouvent des points communs. Il y en a un, Cher Youssouf, qui dit « Aucune religion ne peut prétendre posséder la totalité de la vérité ». C'est très vrai, ça. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'il faut picorer partout. En tout cas, il faut admettre que partout, il y a des vérités. Il Ouais. ne faut pas penser qu'on a la vérité unique, sinon c'est l'Inquisition, c'est les croisades. On ne sort pas de la violence si on est persuadé qu'on a l'unique vérité. C'est une espèce de syncrétisme. Oui, je fais un mélange en prenant pour moi ce qu'il y a à la fois de meilleur et de commun. Ouais. Et le commun est passionnant, parce qu'on voit du coup ce qu'il y a d'universel dans l'être humain. Ouais. Voilà, il y a évidemment la dernière question, celle qui nous intéresse tous. Est-ce que Dieu regarde quand on fait l'amour? Est-ce qu'il voit? Je sais que c'est votre obsession, parce que vous en parlez depuis C'est des pratique années. de pas croire en Dieu, en fait. Mais voilà, vaut mieux être bouddhiste, ça vous déculpabilisera une fois pour toutes. Ah oui, d'accord. Oui, vous pensez que j'étais trop marqué par l'éducation catholique? Un peu trop. C'est pas faux. Alors, Ramzy Bedia, rebonsoir. Oh, j'ai l'impression qu'il manque un truc à côté de vous, là. Ouais, j'ai l'impression, moi aussi. Hein. Eric tourne actuellement à Los Angeles. Oh là là. Ouais. Et nous, on tournera notre prochain film en janvier prochain. Ah, j'avais peur. Non, c'est juste qu'on avait besoin de respirer un peu. Pendant 17 ans, on s'est vu 300 jours par an. Je sais, oui. Et puis, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire l'un avec l'autre. Donc là, ça fait... Et j'ai hâte qu'on se retrouve en janvier prochain. D'accord. Voilà. C'est quoi le prochain film, alors? Moyen Man, ça s'appelle. Ah, j'adore le concept. C'est 2 super-héros, un qui j'adore le vole concept. très haut, mais très doucement. C'est tout pan. Et un qui vole très vite, mais très bas. Ce qui fait qu'il se tape les emboutes. J'adore l'idée. Alors, Ramzy Bedia, vous êtes désormais un acteur respecté. Vous êtes d'ailleurs ici pour un film de qualité, Les Caïras de Franck Gastambide. J'attends de vous des phrases comme l'ambiance était formidable sur le tournage. Elle l'était, monsieur Ardisson. Elle l'était. Ou désormais ce film appartient au public. Non, il nous appartient toujours à nous. En fait, Tu ne veux pas le donner, oui. Alors le pitch, il est très simple. C'est une bande de Caïras qui veut faire du porno. Ouais, c'est ça. Et vous incarnez Warner, le méchant que tout le monde déteste, Ouais. et vous habitez au sommet de la tour la plus haute de la cité. au Vous faites dernier étage. chier tout le monde. Mais dans toutes les cités, il y a un type comme ça. Ah ouais. Dans chaque cité, il y a un type dont on se souvient qui terrorisait tout le monde, qui est un petit peu désocialisé, qui dit n'importe quoi, mais on peut rien dire. Et ben c'est lui que j'ai fait, C'est c'était Warner. facile à jouer. Ouais. Alors il y a des guests, il y a Cantona, Elise Moon, Amel, et même Rocco Siffredi à la fin. Vu que c'est un film sur le porno, Oui. Faut le connaître.
en même temps. Ouais. Faut avoir vu des films porno. Moi, j'ai jamais vu un porno de ma vie. Vous en avez déjà vu? Oui, mais je ne sais pas quelle tête a Rocco Siffredi. Enfin, c'est pas pour sa tête qu'on s'en souvient, a priori. Bonne vanne de Vrai Boulevard. On voit qu'elle est à l'école Ruquier quand même. J'essaie de me recycler en Laurent Baffy, en fait. Mais nous, les bouddhistes, on fait pas ça. Non, on c'est médite. sûr, hein. Alors, c'est inspiré de Kaira Shopping, qui est une web-série. Exactement. Ils avaient démarré leur truc sur Internet. Trois petites Kaira qui faisaient du Kaira Shopping, c'est-à-dire qu'ils vendaient ce qu'ils avaient volé. Et je suis tombé fan, amoureux de ce truc-là. Et en fait, c'est pas la série en film, c'est juste les trois personnages à qui il arrive une histoire. Le plus simple, c'est de regarder à quoi ça ressemble. C'est ça le plus simple, Thierry. Dis-moi honnêtement, ça fait combien de temps t'as pas créé une meuf en vérité, ça arrête? Il y a pas longtemps, j'ai encore fait un plan de malade avec une meuf, alors parle pas avec moi, s'il te plaît. Genre, t'as créé une meuf de malade, mais par contre, t'as pas filmé, t'as pas fait de photos, tu veux qu'on te croive. Tous les trois, on est nés ici, à Melun, dans le 7-7. Ça fait 15 piges qu'on traîne ensemble. Vas-y, ferme ta gueule. Bouge avec tes gueules. Le petit, c'est Momo. Il est capitaine d'une équipe de foot, c'est le Zizou des nains. Et leur entraîneur, c'est un vrai psychopathe. Et les petits pots, on passe le ballon, et nous, on passe entre les jambes. Moi, je m'appelle Mousten, et mon kiff, c'est les animaux. Putain, c'est quoi ce truc de ouf? Et Booba. Alors des fois, je teste leur agressivité sur Momo. C'est mort, je peux pas le faire. Moi, faut trop que je sorte mon album, je sais très bien que je vais péter dans la musique. Le grand, c'est Abdelkrim. Il anime des soirées karaoké toutes pourries. Et dimanche était monotone. Et nous, bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. Ah, mamie? Je t'emmerde, les fils de pute. En fait, tout irait pas trop mal s'il n'y avait pas ce connard de Warner. Hey! Warner, tout le monde le déteste dans le quartier. Et il se prend pour une future star du rap. Tout ce type de rap conscient, mesdames et messieurs, on y va, oh! Hé, cheveux, viens là, t'as touché ta chaîne. C'est vrai, vous en avez pas marre de rien faire de vos vies? Jamais de taf, jamais de thunes, pas de meuf. T'es mal annonce de ouf, mon frère. Eh, vas-y, viens, on le fait. Vous avez déjà joué dans des films? Non. C'est un peu comment ça fonctionne? Non, là, on débute, quoi, comme on pourrait dire. On va voir. Et c'est comme ça que toute cette histoire de ouf, elle a commencé. C'est à moi que tu parles comme ça. Et Kaira, ok? Là, je te mets la chanson sur la prison. Parce que je vais aller en prison un jour, Inch'Allah. Voilà les Kaira en salle le 11 juillet. C'est de la bombe. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vu au passage, évidemment, François Damien et l'immense Katsuni, évidemment. L'immense. Alors, sérieusement, j'ai lu un truc très bien de vous au sujet de l'intégration. Ah bon? Ouais. C'est bizarre, l'intégration, moi, c'est Si, vous avez dit l'intégration est en marche. Je vois des gens prendre des pincettes pour nous parler, ne pas oser nous appeler des Arabes et dire qu'on est issus de l'immigration. Je trouve ça touchant. Mais il y a un petit côté, des fois, j'ai l'impression qu'il parle des handicapés, mais c'est pas méchant, mais vous êtes, et vous venez d'où? Enfin, je sais que vous êtes français, mais tu vois, t'as envie de dire, détends-toi, ça va, arabe. Enfin, moi, je m'en fous, moi, je suis brésilien, moi, je parle arabe. En même temps, vous êtes très inquiet de l'extrémisme chez les jeunes. Vous dites ceux qui citent le nom du prophète tout le temps, quoi. Vous devez en voir, vous, quand même, là. Hein, ouais, ça m'agace. Il y a des lourdeaux, quand même. Ouais. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Monsieur Lenoir, parce que vous faisiez allusion tout à l'heure au communautarisme dans la religion, et c'est ça, exactement ça, qui me fait peur et qui me gêne. Et pourtant, c'est un musulman jusqu'au fond des chaussures qui vous parle. Alors, dis donc, je vous ai vu chez Sébastien danser sur l'une de ses chansons devant tout le monde. Je m'éclate, là-bas, il y a un problème. Vous savez qu'en termes psychiatriques, ça s'appelle une tentative de suicide. Alors, je sais pas ce qui m'arrive. Quand ça démarre, mais je vous jure, hein, je me contrôle pas. Mais c'était quoi la chanson? Les sardines, elles me rendent ouf. Ouais. Je suis un enfant de James Brown. Hein. J'ai essayé de danser avec vous tout à l'heure, j'ai pris un râteau. Hein. Mademoiselle Pulvar, Mademoiselle Pulvar, nous réglerons ça tout à l'heure. Je vous ferai 2-3 petits pas du Brésil de chez moi. On passera sous la barre et on se fera la bise. Bon, allez, on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est la chroniqueuse et parodiste Frigide Barjot. J'adore, j'adore. Que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Je ne vois pas qui c'est. Le Vatican est-il encore un paradis fiscal? En 2009, le pape avait décidé de tirer un trait sur les anciennes méthodes de la Banque du Vatican.
Plus question de fricoter avec la mafia, on se plierait aux règles de la transparence financière. Oui, mais voilà, 2 ans plus tard, le majordome de Benoît XVI fouille dans les tiroirs du pape, et qu'est-ce qu'il découvre? Mais non, pas ça. Ce qu'il a découvert, ce sont des documents publiés dans un livre à scandale. On apprend que de hauts dignitaires de l'Église ont écrit personnellement au pape pour le mettre en garde contre la corruption qui règne dans son entourage. Par ailleurs, d'autres éléments renforcent les soupçons. En mars, le gouvernement américain publiait son rapport annuel sur la lutte contre la drogue dans le monde. Quel rapport avec le pape, me direz-vous? Eh bien, pour la première fois, le Vatican figurait sur la liste des pays à risque pour le blanchiment de l'argent. Alors, la Banque du Vatican continue-t-elle de fermer les yeux quand ça l'arrange? Du côté de l'Union européenne, on aimerait bien avoir le cœur net. Une commission d'experts se réunira début juillet pour décider si le Vatican mérite de figurer sur la liste blanche des pays qui luttent vraiment contre l'argent sale. Et a priori, c'est pas gagné. En effet, après avoir démissionné, le banquier du Vatican a été interrogé par la justice italienne sur une dizaine d'opérations de blanchiment où des religieux auraient servi de prête-nom. Que voulez-vous? Le Vatican est tellement lié à l'Italie qu'il a hérité de tous les défauts de la vie politique de ce pays. Et les choses ne vont pas forcément s'arranger, car Benoît XVI a nommé de nombreux Italiens au poste de cardinal. Sur les 125 cardinaux qui éliront le prochain pape, on compte 30 Italiens. C'est 10 de plus que pour toute l'Amérique du Sud, où vivent pourtant 500 millions de catholiques. Muchas gracias. Et c'est aussi 3 fois plus que pour toute l'Afrique. Mais après tout, puisque le Vatican est une multinationale dont le siège social est installé à Rome depuis plus de 2000 ans, est-ce vraiment si étonnant que les Italiens se considèrent comme les plus légitimes pour diriger les business? Voilà, c'était l'édito de Blacko 1, mise en image de Julien Grave. Voilà. Brigitte Bardot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'égérie du groupe parodique Jalon. Absolument. Et vous avez publié en 2011 Confession d'une catho branchée chez Plomb. Chez Plomb, absolument. Avant, Thierry, j'étais Brigitte Bardot. Parce oui. qu'on voit bien. Oui. Vous voyez, et je chantais « Fais-moi l'amour avec 2 doigts ». Oui. Et depuis que Jésus m'est tombé dessus, je suis... Touche pas à mon pape. Je viens dans l'arène pour défendre le vieux. Voilà, on y va. Alors... Mon pape chéri. Je vous préviens qu'on est veille d'élections législatives et que nous n'avons pas le droit de parler de politique intérieure. Voilà, donc on va plutôt que s'en prendre à Hollande, on va s'en prendre au pape. Allez, à Benoît. Alors, le scandale Vatilix a commencé à faire la une des médias avec l'arrestation du majordome du pape, c'est-à-dire le type qui était là du lever au coucher. Hein. Il s'appelle Paolo Gabriele, il a 46 ans, 3 enfants. Il risque aujourd'hui 30 ans de prison pour divulgation de documents hautement confidentiels. Opacité financière, corruption, blanchiment, pédophilie, réintégration des lefébristes, etc. C'est tous les sujets sensibles. Alors évidemment, la divulgation de ces documents aux journalistes nunzi italiens qui les révèlent dans des livres, ça fait sortir un tas de secrets d'État. C'est ça le problème. Et en même temps, ce que je trouve très intéressant, c'est que derrière ça, on se dit qu'il n'est pas isolé, ce majordome. Il y a des cardinaux qui, en fait, sont dans un conflit avec d'autres cardinaux. C'est des règlements de compte internes à la curie romaine, mais dont l'objectif, à mon avis, est de faire un grand nettoyage. Donc c'est un acte plutôt, à mon avis, salutaire. Oui. De dénoncer tout ça. Il vaut mieux faire le ménage. Mais le premier qui fait le ménage depuis 2005, c'est Benoît XVI. Avec peu de succès, manifestement. Eh bien, en fait, ça remue, effectivement, une institution dans laquelle il y a des pesanteurs, il y a une façon de gouverner, effectivement, qui n'est plus aujourd'hui en phase avec la transparence dont on a besoin et que réclame Benoît XVI. Il l'a réclamé notamment en nettoyant l'Église sur la pédophilie, on est bien d'accord. Hein. Il a pris des mesures que personne n'avait prises. Et je vous rappelle, Thierry, que c'est Benoît XVI qui disait à Jean-Paul II de se méfier de Martial Maciel, qui était le Mexicain. Le Mexicain qui a monté les Légionnaires du Christ. Et maintenant, sur la transparence, il veut mettre la Banque du Vatican. Vous savez, les gens du Vatican, ce sont des gens d'argent, parce que pendant très longtemps, ils en ont eu énormément. Et il y a une espèce d'école de banquiers, comme il y a une école des clercs. Hein, oui, mais la Banque du Vatican, ça fait 25 ans qu'on en parle. Il y a eu le scandale de la loge P2 qui était lié à la Banque du Vatican. Et depuis donc 1981, on sait qu'elle est totalement corrompue, la Banque du Vatican, que c'est l'argent de la mafia qu'il y a dedans. Jean-Paul II n'a rien fait. Je suis d'accord. Et Benoît XVI a dit « je vais faire le ménage » et il ne l'a toujours pas fait. Alors, pardon, mais le mec qui a démissionné de la tête de la Banque du Vatican, il a dit « si je disparais de façon violente,
chercher l'assassin dans ses documents. Donc c'est chaud quand même. Absolument. En 81, quelqu'un a été assassiné lié à la Banque du Vatican, Calvi. Et il est très probable, c'est la thèse du parrain qu'on voit dans le 3e film de Coppola, que Jean-Paul Ier était assassiné pour cette raison-là aussi. Parce que Jean-Paul Ier, il est resté pape 3 semaines, lui. Exactement. Ils lui ont donné le bouillon de 11 heures. Bah exactement. Ouais. On lui a donné une tisane et le lendemain matin, il était mort. Simplement, sur l'opacité, je reviens. Cet argent, il n'a pas servi qu'à financer la mafia. D'ailleurs, je ne crois pas, en plus. Je veux des preuves. Pour l'instant, le blanchiment de l'argent sur la drogue, il n'y a aucune preuve sur la drogue. Mais par exemple, ça a permis, du temps de Jean-Paul II, de financer secrètement Solidarnosc. C'est comme ça que la Pologne a pu monter Solidarnosc et faire tomber le mur. Vous comprenez? Il y a aussi des choses comme ça. L'argent du Vatican, il est donné au monde entier à des œuvres caritatives, vous le savez aussi. Et vous savez que l'Église catholique, c'est la première institution mondiale de lutte privée contre le sida. Cet argent, il sert à ça. On ne pourrait pas lui demander des comptes comme à n'importe quel... je suis d'accord. Ils sont d'accord. Ils veulent se mettre aux normes. Ça va être compliqué. Manifestement, il y a des tensions. Manifestement, c'est pas évident. Oui, parce que il y a Berton, il y a un Premier ministre qui tient sa place. Tout à fait. En fait, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et c'est ça le problème. Or, Benoît XVI, il a un autre rôle. Il est arrivé, lui, pour remettre Dieu devant, pour réévangéliser. Benoît XVI ouvre une année de la foi, tend la main à toutes les religions, va tenter la réunification, effectivement, avec les lefévristes, mais en virant les moutons noirs. Il nettoie la pédophilie aussi là-dedans. Frigide, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut être sincèrement catholique et dénoncer les magouilles du Vatican, non? Eh bien, on dit ce qui se passe en vrai. Ouais. Simplement, ce qui ne va pas, c'est la liberté d'expression dans les médias aujourd'hui quand on parle de la foi catholique. Voilà. Et c'est pour ça que je me permets de redire un mot, par exemple, sur les prêtres. C'est pas grave s'ils ne se marient pas. Eux, ils ont un absolu. Est-ce qu'on peut laisser une religion où on peut ne pas se marier pour se donner entièrement à Dieu? Tant qu'on ne touche pas à mes enfants, oui. Mais on n'y touche pas. Attends, Thierry. Moi, je les ai connus petits, la différence. Quoi? J'étais chez les curés. Et alors, toi, ça s'est mal passé? Ouais. Eh bien, je suis désespérée pour ça. Le pape, c'est celui qui est allé demander pardon, qui a pleuré à Malte avec les victimes. Et c'est pas normal que ça se passe, effectivement. Et aujourd'hui, lui, il lutte contre ça. Il a refait des normes beaucoup plus sévères. Aujourd'hui, un prêtre qui déconne, il est directement envoyé à la justice civile. Alors, je voudrais avoir l'avis de Ramzy. Vous n'avez pas de pape, donc c'est quand même une chance. Tu as qui, toi? Raconte-nous. Il n'y a pas de pape. James Brown, moi. Ah ouais, c'est sympa. Non, t'en penses quoi de tout ça? À vrai dire, Ça t'en touche une sans faire bouger. Et pourtant, j'ai fait mon catéchisme. Ah ouais? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Inch'Allah. Alléluia. Ça m'intéresse vraiment, et ça m'intéresse, j'écoute, mais je n'ai pas d'avis, j'écoute et ça m'intéresse. Je suis devant ma télé, je suis bien, il me manque mon coca et mon bébé. Enfin bon, en même temps, ce que ça prouve, tout ça, c'est sans doute l'erreur d'avoir élu Benoît XVI, qui déjà était dans les jeunesses hitlériennes. Non, arrête, il était obligé. Ah bon? Mais bien sûr, tu le sais bien. Attends, il avait 12 ans. Non, mais ce qu'il aurait fallu, c'est élire un pape d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Parce que c'est là-bas qu'ils sont les catholiques. Alors, pas du tout. Le pape n'est pas élu démocratiquement, c'est le Saint-Esprit qui le désigne, n'est-ce pas, Frédéric? Enfin, théoriquement. Non, parce que le Saint-Esprit a quand même... J'avais pas compris. Non, mais attendez, il a quand même désigné les... de Nanni Moretti à Bemus Papa. Voilà, et puis il faut voir les Borgia, quoi. Assez récemment sur Canal+. Pourquoi est-ce que vous pouvez pas voir non plus Jean-Paul II et Benoît XVI? Qui aurait pu penser une demi-seconde quand Jean-Paul II est parti? Moi, vous savez, j'étais à Lourdes. Moi, je vis de l'intérieur de l'Église avec les millions de gens qui viennent, qui n'ont rien, qui n'ont que la foi. Vous comprenez? Pour vivre, ce sont des pauvres si on leur enlève. La raison de plus d'avoir un pape irréprochable. Mais bien sûr. Il l'est. Parce qu'il vient, justement, il vient nous dire des choses que plus personne aujourd'hui ne dit au monde. C'est que, sans Dieu, aujourd'hui, on est perdu. Voilà. Mais la frigidité, ça a des sacrés effets, quand même. Mais c'est le Saint-Esprit, attends. Tu vois, regarde, moi, je suis... Ah, mais j'ai jamais été aussi épanouie. Ma vie a été transformée, pas que par Benoît XVI, par Jésus-Christ, d'abord. Il vient... J'étais à Madrid. Vous savez ce que c'est, 3 millions de jeunes qui se lèvent, même Laurent Blanc, même les matchs de foot, même l'Euro, ça fait pas ça. Moi, ça me fait peur. Mais il faut pas. Il y a 3 millions de personnes qui pensent la même chose au même moment, ça me fait ils ne pensent pas la même chose. Ils disent merci de nous avoir mis ici pour nous aimer. Frigide, moi, je pense qu'un mec, quand même, qui est élu en secret, qui vit dans un palais, qui se balade dans une voiture blindée, qui se fait baiser la main, ça fait un peu chef de la mafia, quand même.
C'est comme ça que tu le vois. C'est comme Bien. ça que tu le vois. Je vous rappelle, on n'a toujours pas le droit de parler politique veille d'élection, mais on peut s'interroger sur ce besoin de tweeter qui gagne le monde. C'est l'édito de Blacko 2. Le président a Twitter dans le collimateur. Il a officiellement déconseillé à son équipe de s'exprimer sur ce réseau social. Mais attention, quand on parle du président, on parle de football, bien sûr. Le surnom de Laurent Blanc, c'est le président. J'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine-là. Si le président est inquiet, c'est que sur les 23 joueurs de son équipe, plus de la moitié sont abonnés à Twitter. Alors vu qu'en ce moment, tous les Français ont les yeux braqués sur eux, le président redoute le pire. On sent qu'il y a du potentiel. Selon lui, sur les réseaux sociaux, ça peut partir en vrille pour une simple réflexion, un simple état d'âme, dont les médias s'empareront immédiatement. Faut dire qu'en ce moment, le président joue gros. Si une vilaine polémique éclatait alors que son équipe est engagée dans une compétition décisive, ça pourrait leur coûter la victoire. Le pire, c'est que les médias s'intéressent autant à ce qui se passe en coulisses qu'à ce qui se passe sur le terrain. En 2010, l'affaire Zaya n'avait rien à voir avec le football. Et pourtant, le scandale a fini par déstabiliser toute l'équipe. Du coup, le président fait des cauchemars. Et si Zaya envoyait des messages sur Twitter pour critiquer la femme de Franck Ribéry? Pauvre président, vous imaginez l'angoisse? Mais il n'y a pas que les sportifs qui se crêpent le chignon sur Twitter. Il y a aussi les journalistes, comme Jean Quatremer de Libération, qui a tweeté pour accuser Audrey Pulvar d'être de connivence avec les socialistes. Ou encore les saltimbanques, comme Mathieu Kassovitz, qui a tweeté pour accuser Nicolas Bedos de faire des blagues racistes. Réponse de Bedos en 12 caractères, je t'emmerde. Que voulez-vous? Avant, ça arrivait à tout le monde de dire des conneries. Moi, j'aurais préféré être président de la République. Et ben maintenant, grâce à Twitter, on peut aussi les écrire. C'est ça le progrès. Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grappe. Audrey, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. Nous sommes toujours en compagnie de Frigide Barjot, Frédéric Lenoir, Ramzy Bedia. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Henri-Antoine Mayembo. Henri-Antoine, bonsoir. Alors, le 8 mai 2011, vous êtes victime d'un banal vol à l'arraché dans la station de métro Barbès à Paris. Vous courez après le voleur pour récupérer votre portable. Dans cette course-poursuite, un policier en civil vous suit. Il finit par arrêter le voleur, mais là, une foule hostile vous encercle, des couteaux à la main. Ils veulent vous tuer. C'est alors que dans un acte aussi professionnel qu'héroïque, le policier fait bouclier entre vous et les coups de couteau. S'il n'avait pas été là, vous seriez mort. Aujourd'hui, vous voulez simplement lui dire merci. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Stéphane, Oui. Veille d'élection législative. Pas de politique. Pas de politique ce soir. On est bien d'accord. Ouais. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ouais, parce qu'il y avait du tweet. Pensons-y toujours, mais n'en parlons jamais. Jamais. Donc on fait les faits divers les pires de l'année. Un petit florilège. À vous, Stéphane, pour les plus grands faits divers de l'année. En septembre, un jeune Brésilien de 16 ans meurt après s'être masturbé 42 fois en une nuit. Quel gâchis, quel gâchis. Il aurait pu devenir député du Val d'Oise, secrétaire national du PS et directeur du FMI. Deux jours plus tard, un Niçois a été condamné pour ne pas avoir fait l'amour à sa femme pendant plusieurs années. Drôle de justice, il y en a qui baissent trop et qui sont relaxés, il y en a qui baissent pas et qui sont condamnés. En octobre, le Danemark refuse le don de sperme des donneurs roux. Motif, trop d'offres par rapport à la demande. Sont concernés également les hommes aux cheveux blancs. Trop d'offres. Et les hommes portant une moumoute. Trop d'offres.
L'Olympique lyonnais aussi, trop d'offres. Ah oui. Trop d'offres. Toujours en octobre, Air Méditerranée refuse d'embarquer 23 sourds et muets à cause de leur handicap. Très fair-play, le groupe est sorti dans un silence de cathédrale. Pas un mot plus haut que l'autre. Thierry, rien. Ouais, le sourd-muet est fair-play. Hugo Boss reconnaît avoir fourni des chemises brunes au parti nazi. À quand un défilé Hugo Boss dessiné par Galliano, filmé par Lars von Trier et commenté par Éric Zemmour? Ça aurait de la gueule. On reste dans le monde de la mode. En novembre, la société MySense lance une ligne de vêtements intelligents pour bébé. Équipée d'une pastille, celle-ci devient bleu foncé quand bébé a froid. La couleur qui change quand bébé est frigorifié, une idée piquée à Véronique Courgeot. Tu l'as compris en retard, celle-là. Hein, j'ai passé le temps que je me souvienne de qui était Courgeot. Voilà, ouais, pourtant c'est la culture... L'inventeur de la courgette. Bon, merci. Congelé. Lacoste demande aux tueurs d'Oslo de ne plus porter ses polos. Une semaine plus tard, c'est Adidas qui demande à Elton John de ne plus porter ses vêtements. En décembre, découverte en Moselle d'un fœtus flottant dans un étang. Pour la dernière fois, je vous rappelle que les bébés nageurs, c'est à partir du 6e mois. Avant, c'est trop petit, le fœtus coule. MySense devrait faire des brassards pour fœtus, tu vois, des petites choses comme ça. Ouais, bon, merci. En janvier, le record de Véronique Courgeot tombe enfin. Une femme enceinte est découverte dans un congélateur. Je ne sais pas qui meurt en premier dans ces cas-là, si c'est maman ou si c'est bébé. Non, mais on peut se poser la question. Janvier est le mois de tous les records, plus fort que le professeur Lantieri. Paris Match réussit une greffe totale de corps. Regardez cette photo. Le corps d'une fille de 20 ans a été greffé à l'actrice Ariel Dombal. En février, une étude publiée par le grand quotidien belge Le Soir révèle que l'orgasme féminin illumine le cerveau. Pour éclairer nos autoroutes la nuit, plaçons toutes les maîtresses de DSK sur les bandes d'arrêt d'urgence. Non, c'est vrai que l'orgasme féminin illumine le cerveau aussi. Est-ce qu'on peut voir une photo de celui de Christine Boutin ? En Haïti, le chauffeur d'un camion-ben tue 29 personnes et prend la fuite. Tuer des gens et s'enfuir, un type de profil qui intéresse énormément la compagnie Costa Croisière. En mars, le Pakistan rase la dernière maison de Ben Laden. Eh oui, enfin quand même, hein, Ben Laden, question démolition, ça restera le plus grand. Non, c'est vrai. En Gare de Chelles, une femme happée par un train perd un bras et 2 mains. Depuis, la malheureuse ne peut plus faire ses lacets de chaussures, mais bonne nouvelle quand même, elle a aussi perdu une jambe. Ça fait un lacet en moins. La vie est parfois bien faite. La pauvre. En avril, les stars souffrent aussi. Après l'opération à cœur ouvert d'Alain Delon, Brigitte Bardot se déclare très inquiète. Il a refusé de sortir, n'a pas touché sa pâtée et ne bouge quasiment plus la queue. Si ça continue, on va être forcé de le faire piquer. Bon, aujourd'hui, Delon va mieux. Hein. Ah bon ? Il a recommencé à donner la papate. Ah.
La papate à sa Brigitte. Voilà, c'est fini. 2011-2012 a été une très belle saison. Question fait divers. Thierry, peut-être une des plus belles. Continuez, roulez, bourrez, maltraitez bébé, dépecez votre voisin, violez votre grand-mère. Ça nous fait toujours des revues de presse vivantes, joyeuses et très rigolotes. Merci beaucoup. Salut. Voilà, c'était Stéphane Guillon. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Henri-Antoine Mayimbo, bonsoir. Vous êtes né le 11 septembre 1981 à Pontoise, dans le Val d'Oise, troisième d'une famille de 4 enfants. Votre père, congolais, possède une concession automobile en Afrique et votre mère, marseillaise, travaille au tribunal de grande instance dans la région parisienne. Alors à l'école, vous êtes un petit garçon très rieur, oui, gentiment turbulent, oui, mais avec des notes plutôt moyennes. J'aimais bien rigoler déjà à cette époque. Ouais. Ouais, j'étais joyeux. Alors ce qui vous passionne vraiment, c'est l'astronomie. J'aime me plonger dans le ciel, en fait, les yeux dans le ciel et observer ce qui s'y passe. Enfin, à l'école, c'est pas ça, tant et si bien qu'à 16 ans, vous sautez sur la première occasion pour quitter le système scolaire. Là, vous bossez comme serveur dans un restaurant, puis dans le monde de la nuit. Et à 20 ans, vous décrochez un poste de commercial. Ensuite, vous êtes embauché comme agent hospitalier à la PHP. Vous travaillez même dans une morgue à un moment. Oui, c'est-à-dire j'étais assistante anatopracteur. Enfin bref, vous zappez de job en job. Et c'est là que le dimanche 8 mai 2011, alors que vous vous rendez en métro chez votre ex-petite amie, à la station Barbès, vous tombez sur Mohamed Douik. Alors là, les portes vont se refermer quand soudain, avant de sauter du wagon, Douik vous arrache votre portable. C'est un portable en plus qui ne vaut pas grand-chose. Oh oui, non, ouais. Mais c'était la valeur sentimentale de voilà, cette... c'est votre petite amie qui vous l'avait offert. Voilà, à l'époque, elle était étudiante, elle n'avait pas grand sou et c'est le geste qu'elle a fait, je le retiendrai. Donc c'est pour ça. Alors là, vous bloquez les portes du métro et vous vous lancez à la poursuite de ce Mohamed. Mais très très vite, vous vous apercevez qu'un autre type court derrière vous. Vous ne savez pas encore que c'est un policier à ce moment-là. Finalement, Mohamed sort de la station de métro, s'engage sur le boulevard, et là, il vous jette le téléphone. Voilà. C'est-à-dire, en fait, il savait que j'étais à un bras de l'attraper et que ce qui allait se passer après, ça allait pas être très bon signe parce que j'étais assez en colère ce soir-là. Et donc, il le jette pensant me décourager. Il continue à courir, mais le type qui courait derrière vous vous dépasse et se jette sur le voleur en criant « Tu t'arrêtes, c'est perdu, je suis flic ». Jusqu'au bout, il aura fait en sorte que ça se passe dans le cadre de la loi. Mais Mohamed n'a pas l'intention de se laisser passer les menottes sans bouger, au contraire, et il frappe le policier au visage. Il lui met des coups tout de suite, et le policier, il a fait qu'une seule chose, et il l'a attrapé par le cou. Juste pour le tenir et le mettre en soumission pour plus attendre les renforts. Alors, vous voulez aider le policier à ce moment-là, il refuse que vous l'aidiez. Il me dit, voilà, je suis de la police, il faut pas que tu le touches, sinon tu vas avoir des problèmes. Alors finalement, le policier parvient à maîtriser ce Mohamed. L'autre se débat tellement que le policier vous demande d'appeler des renforts. Il vous donne son téléphone. Et c'est donc vous qui êtes en contact avec le poste de police, quoi. Alors il se trouve que c'était même très cocasse comme situation parce que moi j'étais déjà en train d'appeler sur mon téléphone. Et au moment où il me donne son téléphone, j'avais les deux et je lui mets sur son oreille pendant qu'il tenait le mec. Et on se fait encercler. On n'a pas eu le temps de voir à ce moment-là. Soudain, une vingtaine de personnes s'agglutinent autour de vous. Des vendeurs à la sauvette, des vendeurs des rues, quoi. Voilà. Alors le policier les connaît tous par leur nom. Carrément, il en tutoyait. Il y en a même qui, après, par la suite, on s'est rendu compte qu'il en avait déjà arrêté et qui ont participé ce soir-là à cet acte répréhensible à tout point. Alors, il leur demande de se tenir éloignés. Vous essayez effectivement aussi de les repousser, mais ils ne veulent pas partir. Et c'est là que vous vous retrouvez, donc tous les trois, c'est-à-dire vous, le policier qui tient toujours ce Mohamed, coincé contre le rideau de fer d'un magasin. Voilà, on est dos au mur. Le problème, c'est que la foule s'épaissit, il y a pratiquement 100 personnes autour de vous, les choses se mettent à dégénérer, le policier les met en garde, mais plus il les met en garde, plus il s'excite, ils disent on te pisse dessus, de toute façon, tu ne feras pas la loi dans notre quartier, etc. Donc là, vous êtes à la merci
de cette foule vociférante. Cette foule, si elle a été aussi hargneuse et aussi arrogante, c'est parce que Mohamed, en fait, pendant qu'il se débattait, il leur parlait. Il leur expliquait c'est-à-dire qu'il n'avait rien fait, et qu'il était pour rien, et que c'était une erreur. Donc c'est ce qui a motivé ces gens-là à venir prêter main forte, ce qui est au départ compréhensible. Alors là, vous êtes au centre d'une émeute. Le policier reçoit un premier coup de pied, puis un deuxième. Ils ont tous foncé sur lui, et ils l'ont attaqué lui. Alors là, il y a un mec qui met plusieurs coups de couteau au policier et Mohamed parvient à se libérer. À s'échapper. Voilà. Vous essayez de le retenir par le bout de la veste, mais vous recevez aussi des coups de couteau. Disons que moi, je le vois s'échapper. Donc, comme on se fait attaquer, donc le policier à ce moment-là est déjà poignardé. Donc, lui, il se replie contre le rideau et il fait en sorte que personne ne prenne son arme. Et je vois, moi, Mohamed dépasser dans la foule et je l'attrape. Et je lui dis, tu vas pas partir parce que c'est toi qui as déclenché tout ça. Là, vous recevez des coups de couteau, le premier au niveau du cœur, le deuxième au niveau du bras. À ce moment-là, plusieurs types dans la foule attrapent Mohamed et parviennent à l'extirper, de la mêlée, on peut dire. Et le policier et vous, vous retrouvez seuls face à la foule à ce moment-là. On est 2 contre 200 personnes. Et là, le policier vous met derrière lui, c'est-à-dire qu'il se met devant vous, vous vous êtes collé au rideau de fer, il fait bouclier. Et c'est lui qui reçoit tous les coups. Effectivement, je ressens tous les coups qu'il prend. Et moi, je rebondis dans le rideau. Et je me dis, mais il est en train de faire bouclier, laisse-moi passer et tout, et il m'empêche. Oui, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, il s'est comporté... C'est dévoué pour vous. Mais aussi bien avec moi qu'avec la foule. C'est ça où je veux vous dire. Ce soir-là, même pendant le jugement, le juge l'a dit. C'est-à-dire que ça aurait pu vraiment très, très mal tourner. Alors finalement, la foule se disperse, vous commencez à courir, mais vous vous apercevez que le policier ne vous suit pas, vous vous retournez, et là, vous voyez du sang partout, et le policier vous dit, mais regarde, toi aussi, tu es blessé. Donc là, oui, là, c'est carrément l'horreur absolue. Je me rends compte qu'il est rempli de sang, j'ose pas lui dire pour pas qu'il ait peur, et en même temps, lui me dit que moi, je suis... Oui, vous avez un trou dans votre imperméable à ce moment-là. Ouais. Vous avez très froid à ce moment-là, vous vous effondrez. Complètement. Mais ses collègues sont arrivés très rapidement. Et oui, donc ils ont cerné la scène très vite et il s'est passé quelque chose de traumatisant à ce moment-là, Thierry. C'est le cri de sa coéquipière. Et c'est quelque chose qui me marquera par-dessus tout dans cette histoire. C'est à un moment donné, elle a tenté de lui faire du bouche à bouche pour le maintenir en vie. Parce qu'il était vraiment dans un état très grave. Et donc elle n'y arrive pas. Et elle a hurlé. C'est-à-dire le cri qu'elle a fait, j'ai vu moi tous ces hommes en armes, ce soir-là, ils étaient nombreux. Se retourner vers elle, je l'ai fait aussi. Et on aurait cru que c'était son père, son mari, son frère, son meilleur ami, son collègue, son coéquipier qu'on venait de tuer. Et son cri, en fait, il a fait monter d'un degré cette histoire. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, j'ai vu des policiers en colère, mais pas une colère contre la foule ou contre Mohamed en question. C'est simplement ras-le-bol de se faire attaquer comme ça, c'est-à-dire qu'on mette leur vie en danger pendant qu'ils sont en service et que leur rôle à eux, c'est de nous protéger, protéger nos vies. Tout ça en plus pour des petits vols à la tire, quoi. Oui, complètement. Alors voilà, le policier et vous êtes conduits à l'hôpital et après quelques jours entre la vie et la mort, le policier finira par s'en sortir et il sera décoré de la Légion d'honneur pour cet acte très héroïque. Bravo. Alors, désormais, vous êtes devenus amis. Vous dites, on a failli mourir ensemble, donc ça a créé des liens. C'est comme la guerre. Hein. On est tombés au champ d'honneur ensemble. C'est ce qu'on peut en retirer de cette histoire. Dans cette affaire, tout le monde a agi très très bien. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la police, au niveau de la presse, au niveau du tribunal, au niveau des gens que j'ai rencontrés dans la rue après, et des policiers. Quand la machine, elle n'est pas grippée, qu'elle est correctement huilée, c'est quelque chose de beau à voir, Thierry. J'en suis le témoin de cette affaire. Oui. Alors voilà, vous dites on remercie jamais assez les policiers pour leur travail. Pourtant, ils risquent leur vie pour protéger la nôtre. Alors, c'est des banalités, mais enfin, c'est bon de le rappeler quand même. Je me suis rendu compte que les gens ne remerciaient pas assez, c'est-à-dire les policiers, ni les pompiers, ni n'importe quel... oui, on considère que c'est comme l'eau du robinet, c'est normal. Ouais. Voilà, alors que pourtant c'est un geste simple, c'est un geste banal, c'est une formule magique, c'est de dire merci. Bravo. Merci. C'est moi qui vous remercie.
J'y rajouterai une petite dimension évangélique, hein, ce qui va te faire plaisir, Frédéric. C'est le bon samaritain. C'est vraiment ça. Celui qui donne sa vie pour sauver son prochain, quel qu'il soit, justement. Voilà. Merci. Merci pour votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Audrey Pulvar, Frédéric Lenoir pour L'âme du monde aux éditions Nil, Ramzi Bedia, les Kaira, le 11 juillet, c'est de la bombe, baby. Brigitte Bardot, du groupe Jalon, et puis le bouquin aussi, Confession d'une cateau branché, chez Plomb. Henri-Antoine Mayambo, merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Groland.com et pour les abonnés à 20h50, Elle Driver avec Nicolas Cage. Rendez-vous la semaine prochaine, ici, à la même heure. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko et l'édito des Gréments. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.